Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, nous sommes à Valbonne, au cœur de Sofia Antipolis, première technopole d'Europe, pour un épisode spécial à plus d'un titre. D'une part, parce qu'il a été enregistré en live devant plus de 120 personnes lors de l'inauguration de Newton Offices Sofia Antipolis, qui est notre 4e implantation dans la région sud Provençale-Côte d'Azur. Et d'autre part, car il a été animé par Christian Huot, le rédacteur en chef de Nice Matin. Cette fois-ci, c'est en tant qu'entrepreneur qui s'implante à Sofia que j'interviens, aux côtés de 3 dirigeants sofipolitains. Franck Canata, tout d'abord, le président de Transcan, spécialiste du transport et de la logistique, qui est également vice-président de l'UPE 06, l'Union pour les entreprises des Alpes-Maritimes. Également Fabien Geosran, le directeur adjoint du groupe Robertet, leader mondial des matières premières naturelles, coprésident également de Villablue, qui est un accélérateur de start-up créé par le même groupe Robertet. Fabien Geosran, c'est un nom qui vous parle à vous qui écoutez Extramuros, puisque vous avez déjà pu l'entendre dans un super épisode, l'épisode 22 d'Extramuros. Je vous recommande chaudement, évidemment, cet épisode. Et pour finir, Sylvain Rouget, le directeur du développement de la fondation Sofia Antipolis, qui accompagne le développement et le rayonnement de cette technopole. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Lyon, Bordeaux, Nice ou Sofia, je donne la parole à des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Dans cet épisode hors série, nous partageons tous les 5 notre vision de notre activité de la région sud et plus particulièrement de la technopole de Sofia Antipolis. Innovation, employabilité, mobilité, logement, nous passons en revue ce qui fait de ce territoire la Silicon Valley française, comme on le dit souvent. C'est parti! Bonjour à tous et ravi d'être avec vous ce matin. Merci madame, merci messieurs d'être là aussi. Katia, cette présentation, elle nous éclaire et elle nous montre à quel point la région est attractive. Elle nous montre aussi quelques déficits, le logement, vous l'avez dit, le transport également, la mobilité et puis cette image aussi de région trop touristique peut-être. On en parlera dans un deuxième temps parce que ce que je vous propose, c'est de commencer par parler des choses qui vont bien. Et des raisons pour lesquelles, à la lecture de d'autres sondages, on se rend compte à quel point, encore une fois, Sofia et plus largement la région PACA attire les investisseurs, est une région dynamique. On va faire un petit tour de table et j'aimerais que chacun d'entre vous nous dise, on a parlé de réalité, de confronter en fait ce que vous vivez au quotidien dans vos entreprises respectives et dans vos domaines d'activité par rapport à ce que nous dit ce sondage. Guillaume Pellegrin, on va commencer par vous, hein, vous êtes la force invitante, par respect, nous vous donnons la parole. Non mais plus sérieusement, tout bêtement, vous êtes installé là, c'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que la réalité, elle correspond à ce que vous attendiez. Alors, je ne vais pas parler beaucoup, je vais vous laisser la parole, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais oui, on est content d'être là, on est ravis d'être là. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un territoire qui a toujours été tourné vers le futur. En tant que Marseillais qui voulait implanter des immeubles Newton Offices en région, il fallait évidemment être à Sofia. Voilà. Après, quand on avait cherché avec Anto, mon associé, où s'implanter, au début, on n'avait rien compris. On était venu en bagnole, on avait fait le tour et on était reparti. Elles sont où les boîtes? Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a un écrin de verdure et qu'on passe plutôt au milieu des arbres qu'au milieu de. C'est pas un quartier d'affaires, on n'est pas à la Défense, quoi. Et on a compris après plusieurs échanges avec des professionnels du territoire, parce qu'on est bien accueillis dans ce territoire, qu'ici c'était vraiment pas idiot et que c'était même le cœur de Sofia. Et on est donc ravis d'être ici. La particularité de Sofia Antipolis, vous la transmettez aux gens que vous cherchez à avoir comme clients. Vous leur dites quoi en premier? C'est quoi le point positif? Comment vous les ferrez pour les faire venir? Nous, on est une plateforme, c'est-à-dire que nous, on met le meilleur outil à disposition pour les écosystèmes qui sont sur place. Donc, on est bien conscient, pour être un peu partout en France, de ce dont ont besoin les entreprises, les entrepreneurs et surtout leurs salariés. Nous, vraiment, on s'occupe de celui qui est là tous les jours. Pas celui qui signe le contrat uniquement. On l'aime beaucoup au début, mais en fait, celui qui est là tous les jours, c'est quand même lui qui doit vivre une belle expérience. Et ici, on sait qu'il y a des spécificités, on sait qu'il y a des amoureux de ce territoire qui ne veulent pas en partir. Et on est ravis du coup de leur offrir un super écrin. Vous l'avez dit dans votre discours, avec vos nombreux remerciements, on est très aidé dans ce département, dans cette région, pour investir, pour
pour travailler tout simplement. C'est ça aussi qui vous donne la banane et qui vous fait venir ici? Absolument. Les collectivités, les pouvoirs publics, tout le monde travaille de concert pour dynamiser la région? Ouais, on a senti un vrai soutien, et des visions. Et c'est ça, comme ça qui fait du bien. Quand il y a une vision sur un territoire, quand tout un écosystème sait où il va, nous, on peut s'insérer là-dedans. Quand je parle d'ancrage, c'est pas du pipeau. On va venir longtemps et souvent sur ce territoire. Mais vous êtes présent dans d'autres régions. Pourquoi est-ce que c'est mieux ici qu'ailleurs alors? Dans ce domaine-là. Bon, j'arrête la blague avec le climat, mais quand même, quoi. On a une chance incroyable dans cette région. On est béni des dieux par ce climat. D'ailleurs, ici, un peu plus qu'ailleurs, on joue collectif pour que ça marche bien. C'est-à-dire que je dis souvent que, honnêtement, même si c'est peut-être après qu'il fallait amener des nuances, mais on est tellement béni des dieux que parfois on n'en fait pas assez. Moi, pour aller à Lille, ils sont un peu moins chanceux, et on le voit avec l'observatoire, mais ça, du coup, un peu plus jouer collectif. Et quand ici on sait le faire, on a les deux avantages. Donc, et ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Au passage, ça veut dire que cette réputation d'individualiste qu'ont les sudistes est totalement fausse. Exactement. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Je passe mon temps à défendre les sudistes un peu partout. Non, c'est évidemment un atout qu'on a. Et quand il suffit de regarder une carte de France et une carte du monde pour voir qu'on est quand même un carrefour mondial. Et on a aussi cette chance-là d'être placé à cet endroit-là. Oui, avec un aéroport international, avec des liaisons aériennes, des bateaux qui passent passent devant, qui arrivent d'Asie, qui repartent ailleurs. Enfin, des câbles qui arrivent dans cette région-là aussi. On est plutôt chanceux. Merci Guillaume. Sylvain Rouget, notre directeur de développement de la Fondation Sophia Antipolis. Donc vous êtes au cœur du réacteur, j'ai envie de dire, de la dynamique d'entreprise, de la tech aussi. Est-ce que vous inspirent les résultats de cette étude par rapport à ce que vous vivez sur Sophia Antipolis? Est-ce que c'est conforme à la réalité là aussi? Et comment vous vendez notre, non pas destination, mais notre puits de créativité et de dynamisme local? Merci Christian. Oui, quel réacteur? Depuis 50 ans, une attractivité qui ne se dément pas, qui se confirme. Elle est régionale, elle est azuréenne, elle est sophipolitaine. Alors, par rapport à l'argument de Guillaume, c'est vrai qu'il y a un écran de verdure, il est réel, et il y a 2500 entreprises dans Sophia, 43 000 personnes qui y travaillent tous les jours, donc un écosystème puissant. Peut-être vous rappeler quelques... Alors, par rapport à l'étude, c'est une étude de perception, tout le monde l'a rappelé. Il faut nuancer le propos entre les très jeunes DIP, les salariés, les dirigeants. Globalement, l'attractivité est bonne, on la mesure tous les jours. En termes de critères d'attractivité, on est la 3e région pour les dépôts de brevets, 2e région pour les investissements R&D, et Sophia y contribue très très largement. Il y a eu à peu près 150 projets d'investissement qui sont venus à nous l'année dernière. C'est une moyenne. Alors des projets qui viennent de différents pays, le marché nord-américain au premier plan, les Scandinaves qui sont là, le UK, merci le Brexit, et puis la France, merci le Covid aussi, puisqu'il y a quand même un certain nombre de projets d'attractivité qui nous rejoignent chaque année. Alors aujourd'hui, je pense que l'une des forces, on est très perçu, là encore c'est une étude de perception via le tourisme. Aujourd'hui, vous prenez les chiffres de Sophia Antipolis, les revenus globaux des entreprises de Sophia, c'est à peu près 6 milliards de revenus. C'est à peu près l'équivalent du revenu touristique. Donc, quand on explique ça à des très jeunes DIP, plus l'employabilité du territoire, puisqu'on a mené une étude avec nos partenaires de Sophia Club Entreprise et d'autres, il y a 2500 postes ouverts ici aujourd'hui à Sophia. Sur des très jeunes, l'employabilité du territoire plus la qualité de vie, c'est un moteur très très fort. Donc après, on va revenir au challenge sur des plus jeunes, pas sur les dirigeants d'entreprise qui franchement sont nos ambassadeurs et entraînent le modèle sophipolitain. Sur des très jeunes, on a besoin encore d'augmenter la notoriété. Et je pourrais revenir, mais j'ai quelques réactions à donner sur la mobilité interrégionale. Donc voilà, un secteur économique très fort, un écosystème. Je ne vais pas faire une liste, mais on est très fort sur l'IA, la cybersécurité. On a parlé de Kyndryl, j'ai vu Sandra Maury tout à l'heure, elle est là. On est ravis que Kyndryl s'installe ici, acteur majeur de la cybersécurité, qui entend bien mener, je dirais, l'offensive sur la partie cybersécu, totem cybersécu. On a des acteurs qui sont tous friands de ce qui se passe en IA, en cybersécu, en IT. Et c'est ça le modèle de la région, au-delà du tourisme.
Il ne s'agit pas d'opposer l'un et l'autre, surtout pas. En revanche, il y a une réalité. Tous les jours, on la défend, on la démontre, et c'est grâce à cela que ça marche. De plus en plus d'étrangers aussi qui viennent sur la zone de Sofia. Le succès ne se dément pas, il passe largement les frontières. Donc là, on est sur une étude nationale, certes, mais quand même, ça montre aussi et ça aide au dynamisme du secteur. Ça peut se développer encore, ça c'est la première question. Et la deuxième, vous concernant, la concurrence de Sofia, c'est quoi? Est-ce qu'on pourrait imaginer un deuxième autre grand pôle tel que Sofia dans la région PACA, la région sud PACA? Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il serait dangereux? Nécessaire, je ne pense pas. Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment. La grosse richesse de Sofia, quand même, sur les 80 nationalités, 43 000 personnes, c'est une fertilisation importante et croisée entre les grands labos de recherche. Il y a à peu près 6 000 chercheurs, 18 labos de recherche, publics, privés, énormément d'entreprises, je vous les ai citées, et énormément d'écoles, parmi lesquelles Polytech, Eurecom, DSTI et d'autres qui continuent d'arriver. Donc j'ai envie de dire, c'est une particularité, elle est presque unique. C'est une marque. On n'est pas arrivé à la taille unique. critique. Non, on peut encore se développer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est encore vrai cette année, la balance d'emploi net sur Sofia, c'était 1700 personnes cette année. Donc on n'est pas arrivé à une taille critique, on en a sous le pied. Et je pense que, comme je disais, il y a des challenges. On va y revenir, mais on en a sous le pied. Donc après, les territoires concurrents, évidemment, on a Barcelone. Je lisais un article sur le Portugal l'autre jour, qui finalement a une politique très incitative sur les entreprises. Mais à la marge, ils sont sur certains secteurs d'activité. Ils sont dans les fintech, dans l'IT. Je dirais que Sofia a cette longueur d'avance, cette première technopole. Et puis, on a aussi, dans notre histoire, un vécu fort, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a réorienté récemment avec la CASA le positionnement de Sofia autour de Tech for Humanity. On est vraiment sur des technologies qui élèvent l'humain. On n'est pas là pour remplacer, on parle beaucoup de l'IA, des machines, etc. On est sur les transitions énergétiques, transitions numériques, sur vraiment la technologie avec l'humain au cœur. Voilà. Donc on a tous les jours des exemples de boîtes qui bossent sur ces sujets, que ce soit en santé, que ce soit sur la diminution énergétique des puces électroniques qu'on a tous dans nos téléphones, dans nos voitures ou autres. On est vraiment sur ces sujets-là. Et c'est ce qui fait, là encore, la force de Sofia. Merci Sylvain. Alors l'humain au cœur, ça me donne une bonne transition avec Transcan. Je sais que Franck Canata est très soucieux et sensible sur ces thématiques du collectif, là aussi. Grand opérateur de transport, de logistique et plein d'autres choses à Transcan. Vous êtes un acteur clé de ce qui se passe sur Sofia parce que vous êtes au milieu de l'écosystème. Comment vous le vivez? Comment vous pourriez décrire pourquoi est-ce que c'est si bon d'être ici et ce qui fait notre force en fait? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est sur un territoire absolument exceptionnel. Je pense que chacun partagera ce propos. On est au cœur, effectivement, du territoire, un territoire qui est particulièrement hétérogène, un territoire 06, mais plus globalement, une région PACA qui est hétérogène et qui, au final, nourrit sa propre région. Je m'explique, on a vraiment des particularités partout sur cette région, avec, par exemple, un axe marseillais, où on aura un petit peu plus d'industrie, un port de commerce, des activités qui vont être très différentes des activités du 06. Bon, évidemment, des particularités également dans le 04, 05 avec des activités de montagne. Ici, sur le 06, si on ne parle que de 06, dans le département des Alpes-Maritimes lui-même, on a des activités très différentes. On va avoir, parce que mon copain d'à côté y est implanté à Grasse, une activité industrielle autour des arômes et parfums notamment, pas que. Ici, à Sofia, avec sa particularité et effectivement son positionnement international, qui en fait sa force, mais plus globalement, à côté également, sur Antibes et plus loin sur Nice ou encore sur la Riviera, des activités qui viennent se complémenter les unes aux autres. Ici, on est au milieu, on est à la croisée des chemins. Et c'est donc le lieu le plus stratégique pour arriver à donner une cohésion, une importance encore plus forte à ce territoire qui mérite encore de grandir. La mobilité, ça vous concerne, on en parlera après parce que c'est un des petits points faibles de la région. Vous, en tant qu'opérateur de transport, malgré tout, ces liaisons sont importantes, elles sont un plus dans votre activité. Globalement, vous êtes plutôt satisfait de la manière dont on peut se déplacer dans la région? Parce que c'est important, le déplacement et les mobilités quand même, pour l'entreprise. Là, on bascule un petit peu dans le point compliqué. Le point compliqué de notre région, on était sur les points plutôt positifs. Le point positif, c'est l'aéroport. On l'a dit tout à l'heure, et ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable et qui, je pense, participe pleinement à l'essor et à l'intérêt de ce territoire.
Sur le volet déplacement, c'est un petit peu plus compliqué. Plus compliqué parce que nos artères sont sous-dimensionnées, parfois inexistantes ou tout au moins pas suffisamment à la fois denses, à la fois importantes. Et ça, c'est un point compliqué pour les déplacements de marchandises, mais pas que, déplacements, la mobilité au sens large du terme, parce que la mobilité, ça ne se limite pas au camion, contrairement à ce qu'on a souvent. Ça peut être un frein à l'emploi, mais on pourra en reparler après. Exactement. Alors, vous parliez de Grasse avec votre voisin, Fabien Giosserand. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Grasse, c'est exactement l'exemple concret de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de l'industrie, il y a de l'entreprise, avec l'industrie des parfums, et il y a du tourisme à cause des parfums. Donc finalement, c'est la double image que renvoie cette étude, où on a les deux choses de manière positive ou négative, c'est selon qu'on le prend. Vous, Robertet, vous développez, et notamment dans votre fonction, Fabien, sur l'international. C'est un plus de se développer sur l'international à partir de la Côte d'Azur et de la région? C'est pas un plus, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis très intéressé par cette étude parce qu'elle s'attache à la perception. Dans notre région, tout est perception. Et on n'a pas conscience de ce qu'est notre région, de ce qu'est notre pays en dehors. Moi je passe la moitié de ma vie, depuis que je travaille, je passe la moitié de ma vie à l'étranger. Le Made in France est une force. Le Made in Grasse, quand ce concerne les parfums, est une force. Il n'y a pas tant de territoires que ça qui sont valorisés par l'UNESCO, qui sont mis en avant, et c'est le cas de la ville de Grasse. Simplement, moi, ce que j'aime, et alors Cyprien, mon ami de Fragonard, n'est pas dans la salle, mais moi, quand je suis à l'extérieur, quand je suis à Paris, on me dit Grasse, on me dit oui, Fragonard. Mais Fragonard, c'est une des entreprises de Grasse, c'est peut-être 5% des employés de Grasse. On parle de sociétés comme Man et Robertet, qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui ont des milliers d'employés. Ces deux sociétés-là, ça doit être 5 à 6 000 employés sur le bassin grassois, peut-être 20 000 personnes au total sur la largeur du bassin qui travaillent pour notre industrie, que ce soit des fabricants, que ce soit des transporteurs. Et Guillaume en a parlé, un aéroport, Fos-sur-Mer, qui nous permet d'envoyer des conteneurs. Il y a très peu de régions, et on ne s'en rend pas compte, qui ont ce setup pour faire de l'industrie. Donc en fait, moi, ce qui m'amuse là, c'est justement, on parle du tourisme, mais on devrait parler de l'industrie, la force de notre région. Et le tourisme est une industrie en elle-même, parce qu'une fois qu'il y a des touristes, il faut bien les nourrir, il faut bien... Et on ne se rend pas compte de ça. Donc pour revenir moi, sur votre question originelle, je ne dirais pas que les choses vont bien, je dirais que les choses vont mieux, parce que justement, ces infrastructures, on les développe. Moi, j'ai un style de vie où je prends une centaine d'avions par an. Je ne pourrais pas le faire si j'habitais en Occitanie. Je ne pourrais pas le faire même si j'habitais à Lyon. Ce serait impossible. Et ce n'est pas que moi, c'est 1400 employés de Robertet sur le territoire ici, dont une bonne centaine qui travaillent à l'international au quotidien. Et la même chose pour des Amadeus, la même chose pour des Thales, la même chose, et là je cite que notre territoire, je sais que de l'autre côté. Et aujourd'hui, vous êtes à Marseille, en 3 heures, vous êtes à Paris, vous prenez un avion, vous êtes à New York 6 heures après. Vous partez d'ici, je prends un avion dans 2 heures, je suis à Dubaï ce soir, je suis à New York en direct, je suis à Pékin en direct. Et ça, c'est des choses qui sont absolument rares. Et je ne vous le dis pas sur la France, mais sur l'Europe entière. Je pense que j'ai fait à peu près tous les aéroports qu'on peut faire en Europe. Un setup comme celui de l'aéroport de Nice, la multimodalité avec Marseille, même si là l'aéroport est perfectible, mais en tout cas la liaison LGV marche très très bien. Et derrière, de pouvoir arroser depuis Paris, c'est unique au monde. Et nous, une société comme la nôtre, on doit le faire de grâce parce qu'on vend ce savoir-faire grassois, mais une des raisons pour lesquelles cette industrie du parfum est restée à Grasse, contrairement à tout un tas d'industries en France qui ont disparu, le textile qui s'est complètement désindustrialisé, l'agroalimentaire qui peine à lutter, l'automobile, j'en parle même pas, la parfumerie se maintient ici, la parfumerie, je dirais, alors, thrive, se développe ici, justement parce que la région est bien équipée. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Dernière question sur les points positifs. J'aimerais que vous, tous les deux entrepreneurs, vous me disiez, dans le turnover de vos salariés, chaque fois que vous embauchez quelqu'un, combien, en pourcentage, si vous l'avez, viennent d'en dehors de la région? Ce qui nous permettrait de voir un petit peu l'attractivité et de vos entreprises et de la région. Est-ce qu'il y en a de plus en plus, ou pour toutes les bonnes raisons que vous venez de nous édicter, ou c'est 50-50? Alors, moi, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est quand je suis rentré chez Robertet, donc il y a 12 ans maintenant, le turnover de salariés, c'était 23 ans. Donc déjà, il y avait très très peu. Et je pense que dans l'industrie de la parfumerie, si vous n'aviez pas quelqu'un qui était dans la famille, dans la boîte, impossible de rentrer, mais pas que chez Robertet. Moi-même, je suis né à peut-être 1 kilomètre d'ici. Seule fois de ma vie où je suis monté à Grasse, c'était pour récupérer mon permis, parce que la préfecture, la sous-préfecture était là-bas. Donc, et on en parlera sur les déplacements interrégions, de la jeunesse.
Aujourd'hui, ça a complètement changé pour deux choses. Alors, il y a l'effet que tu as cité, Sylvain, Covid, où les gens ont envie de changer un petit peu leur style de vie. Et donc, on reçoit à l'appel des CV de gens qui veulent s'installer. Et justement, il y a un vrai enjeu là-dessus, parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément habitués à s'installer dans des régions qui n'ont pas tout ce que la région parisienne a ou tout ce que d'autres régions internationales ont. Il y a un autre phénomène. Une de mes grosses frustrations et quelque chose que je me bats, c'est qu'on a peut-être moins de places en classe préparatoire dans toute la région qu'il y en a dans le 7e arrondissement de Paris. Moi, quand j'ai fait mes études, la question, c'était pas est-ce que j'allais partir, c'était quand j'allais partir. 99% de mes copains de promotion ne sont plus dans la région. Aujourd'hui, les jeunes, et notamment ceux qui sortent d'études supérieures, postulent dans la région avant de postuler à Paris, de monter à Paris comme on est dans la région. Au téléphone, on dit d'aller à Marseille, on monte à Paris. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, on ne rentrait même pas dans le cadre. Les gens envisageaient de revenir. Alors, dans le meilleur des cas, dans la force de l'âge, entre 30 et 50 ans. Dans le cas le plus fréquent, c'était plutôt un job de fin de carrière, en disant voilà, j'ai fait ma carrière dans les grandes villes. Préparer la retraite, quoi. Je vais revenir ici. Alors que là, on a des gens qui postulent systématiquement en sortie d'université par le changement sociétal, mais aussi parce que la région, je pense, fait de mieux en mieux son job pour communiquer ce qu'elle a. Et donc, c'est là où on en reparlera après, mais la perception et la bataille, plus que la réalité, moi, c'est la perception qui m'intéresse. Et ça, je pense que c'est un facteur nouveau, en tout cas, dans nos secteurs. Effectivement, je partage parfaitement tes propos. On avait l'habitude, effectivement, à la sortie des grandes écoles, des écoles, bien souvent de s'exiler, de partir ailleurs pour lancer des activités professionnelles. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. On a souvent des jeunes qui veulent rester dans la région, qui sont diplômés, voire même des jeunes d'ailleurs qui viennent de plus en plus postuler dans nos sociétés, ici sur la Côte d'Azur. Alors évidemment, il y a l'effet climat, bien sûr, mais je pense que ça ne se limite pas à ça. Il y a une vraie attractivité qui fait qu'aujourd'hui, et aussi un mode de vie. On l'a dit tout à l'heure. C'était un peu l'objet de ma question. Est-ce qu'ils viennent pour de bonnes raisons et non pas que pour le climat et la douceur de vivre? Pour le climat, bien sûr, mais pas que pour le climat aujourd'hui. Ils viennent aussi parce qu'on a un territoire qui est de plus en plus attractif, qui les séduit de plus en plus pour un tas de raisons, et notamment la connexion. On l'a longuement dit tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment l'un des facteurs clés de cette réussite. Également les écoles qui sont de plus en plus présentes, tu l'as dit Sylvain. Et c'est une réalité, on a besoin d'avoir aussi ce panel de grandes écoles, ce panel de spécificités pour les attirer peut-être d'ailleurs avant de commencer leurs études et derrière de les garder sur le territoire parce que c'est vraiment un enjeu prioritaire pour nous. Sylvain, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, par rapport à cela, un tout petit mot sur les très jeunes, les jeunes DIP. Je vous l'ai dit, il y a 2000-2500 postes ouverts, donc forcément on ne reste pas les bras croisés, on recense ses besoins et pour le compte des entreprises, on va voir à l'extérieur du territoire, on est allé à Léziers, à Supélec, à Télécom, on va faire le forum des arts et métiers, etc. Et je voudrais juste apporter un témoignage, parce qu'évidemment, on discute avec des dernières années pour la plupart. Donc, soit c'est ticket vers l'international, comme beaucoup de jeunes, soit c'est retour dans ma région d'origine ou dans une région attractive. Et là, franchement, une fois sur deux, alors c'est soit Rhône-Alpes, soit région sud. Mais donc, il y a un vrai intérêt des jeunes, là je parle des très jeunes, pour revenir travailler dans la région. Encore faut-il, et on revient aux critères d'attractivité, la mobilité, elle est réelle sur la partie interconnectivité avec le reste du monde, Fabien en a largement parlé. Ils veulent un écosystème, alors dès lors qu'ils savent à nouveau qu'il y a des boîtes comme NXP, comme Fortinet ou des startups brillantes qui recrutent beaucoup, ça leur remet une employabilité à laquelle ils ne pensaient pas. Donc il y a une vraie attractivité encore dans les challenges. Faut-il qu'on explique davantage le territoire et ses atouts? Alors maintenant qu'on a dressé un joli portrait de tout ce qui est quand même plutôt positif, il faut bien le dire chez nous, on va faire une transition avec Katia par rapport à l'étude pour parler des choses qui vont peut-être un peu moins bien ou qu'il faudrait améliorer. Katia, le paradoxe de l'étude, c'est quand même qu'elle montre que nos points forts peuvent aussi occulter la réalité du dynamisme de plein d'autres secteurs d'activité, exemple le tourisme. Vous nous redétaillez un petit peu ça et puis vous nous ouvrez le débat sur des pistes d'amélioration. En fait, oui, on vient de l'évoquer un petit peu. Évidemment, le tourisme, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que c'est vrai pour la région PACA, c'est vrai pour d'autres. Quand on communique, finalement, quand une région communique à l'extérieur et quand elle communique au grand public, c'est plutôt l'agence de tourisme qui va faire de la communication, visite région sud, etc. Et pas tellement les agences d'attractivité ou de développement économique. Donc, en fait, finalement, l'image que les Français ont de PACA et qu'ils ont aussi des autres régions, on n'a pas balayé toutes les autres régions, c'est un peu une image d'épinal
marginal, un peu caricatural même un petit peu. Donc effectivement, et quand on avait préparé cette table ronde, c'était intéressant d'échanger en se disant c'est très bien le tourisme, de toute façon, il ne faut pas comparer ou mettre en compétition, voilà, exactement. Mais en revanche, ça peut un tout petit peu cacher le fait qu'il y a toute cette dynamique économique là, dont on parle depuis un petit moment. Et c'est ça ce qu'il faut effectivement qu'on arrive à faire, c'est que les entreprises, les activités, effectivement, elles le font elles-mêmes, mais qu'elles soient aussi connues et visibles, quoi. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un vrai déficit de communication? Vous avez raison, Katia, on voit beaucoup de panneaux publicitaires, y compris dans le métro à Paris, sur la qualité du soleil et des beaux hôtels et des beaux endroits chez nous, mais rarement sur venez chez nous, on peut faire du business. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Guillaume, peut-être? Dans l'Observatoire, on n'a pas eu le temps de tout mettre, mais dans 9 régions sur 12, à chaque fois, ce qui ressort, c'est tourisme et bouffe, en gros, quoi. Donc, ça prouve qu'il y a, en fait, pour le dire assez simplement, il y a une culture économique très médiocre. On est dans des clichés. Le Nord, c'est l'industrie, c'est bienvenue chez les ch'tis, quoi. Enfin, on en est un peu resté là auprès du grand public, et je déplore assez souvent la façon dont on enseigne l'économie ou dont on parle d'entreprise aux jeunes. Et moi, j'en prends souvent ma part en me disant qu'il faut qu'on ouvre plus souvent les portes de nos entreprises aux gamins, aux jeunes collégiens, aux jeunes lycéens, même si c'est un peu pénible parfois de les avoir en stage. Mais en fait, il faut vraiment qu'ils voient ce que c'est l'entreprise, non pas au travers de discours de profs d'éco au lycée, je ne parle même pas des manuels d'éco, mais voir là aussi, on sort conscient de la perception, et qu'en tout cas, qu'ils aient une nouvelle perception de ce que c'est vraiment le dynamisme d'un collectif qui fait des choses passionnantes comme les entreprises qui sont représentées ici, et que je remercie à nouveau d'être là aujourd'hui. Et en fait, il y a seulement Aura ou Nord ou Grand Est où les gens se disent « ouais, il y a l'industrie », mais on a l'impression qu'on parle des vieux manuels d'économie qu'on avait à l'école, quoi. Sylvain, est-ce que vous faites suffisamment pour faire la promotion de Sophia à l'extérieur? On ne fait jamais assez. Et puis, ça dépend aussi des moyens qu'on alloue. Mais en revanche, je pense qu'il y a aujourd'hui un effort considérable de Sophia sur la partie... Alors, il n'y a pas de recette miracle. On ne va pas opposer le tourisme et ce que font les agences touristiques avec le reste. Ce serait délirant. En revanche, on fait un effort considérable, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, pour aller voir les étudiants, pour aller à l'extérieur. On a lancé des campagnes. Sophia Antipolis recrute. Alors, je caricature un peu le message. Hein, la région est belle, Sophia recrute. Mais je dirais que c'est relativement récent et on s'aperçoit qu'il y a du résultat puisqu'on a ouvert une CVTech, les gens postulent et tout cela participe à la connaissance de ce qu'est le territoire sous l'angle économique. Donc, on va continuer de poursuivre ces actions. Après, vis-à-vis des chefs d'entreprise en tant que tels, alors là, j'ai envie de dire, ils font le travail avec nous. On les connaît bien. La plupart sont des sophipolitains ou des azuréens qui se sont expatriés et qui reviennent remettre tout ou partie de leurs activités ici. Donc là, c'est plus un travail de longue haleine et c'est grâce à eux qu'on arrive à refaire venir des investissements étrangers. Mais on ne fait jamais assez. En revanche, là, il y a un coup d'accélérateur énorme qui est donné. Alors, autour du Made in Sophia. Je parle évidemment essentiellement de Sophia, mais c'est vrai aussi avec la région, puisqu'on mène des opérations régulièrement avec eux sur de l'attractivité. Ah, justement, les collectivités, est-ce qu'elles en font assez? Je me tourne vers M. Mascarelli. Non, mais est-ce que là aussi, vous pouvez avoir un appui conséquent? C'est le cas. On ne fait rien tout seul. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, bon, la Fondation s'occupe du rayonnement, certes, mais c'est sous l'impulsion de la communauté d'Aglo, du CIMISA. Enfin, Sophia est une marque unique et on bosse tous ensemble sur ces sujets-là. Après, on a quelques structures qui recueillent des besoins ou des attentes selon la grappe de population avec laquelle elles travaillent, mais je dirais que c'est un travail qui est fait et qui est partagé avec la région, puisqu'on est sur l'Observatoire des régions, avec la Côte d'Azur et avec tous les acteurs de Sophia, c'est évident. Enfin, on a une tête d'épingle, hein, si on regarde le monde, on ne va pas refaire l'histoire, tout le monde connaît cela, mais je pense que vu par les Américains, qui est le premier investisseur depuis... j'allais dire 50 ans, depuis 30 ans, mais on est quand même tout petit. Alors on a quelques investissements que je vais qualifier d'opportunistes parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. On a eu des Chinois, là en ce moment il y a un Japonais qui s'installe, il y a eu FPT, société de software qui est au Vietnam. On n'en a pas assez, mais je veux dire, quand vous discutez ou quand vous allez voir ces gens-là, on a une tête d'épingle, donc heureusement qu'on bosse tous ensemble, oui. Il n'y a pas d'autre choix, d'autres solutions. Après, il y a des marques. Il y a une marque qui s'appelle Sophia. Elle rayonne au plan mondial et c'est tant mieux. Il faut qu'on l'utilise. Mais tout à l'heure, je disais, il y a beaucoup de Made in. Il y a Made in Grasse, il y a Made in Sophia. Et heureusement qu'il y a tous ces Made in sur ce territoire.
Alors on l'a vu dans l'enquête, les 2 points qui pourraient être améliorés, logement, mobilité. Donc on va les passer en revue tous les deux à travers vos propres expériences et puis vos propres préconisations peut-être. Franck, le transport, qu'est-ce qu'on peut faire sur les mobilités? Vous avez commencé à aborder le sujet tout à l'heure. Alors vous parcourez les routes tous les jours, hein, avec vos équipes, peut-être vos équipes plus que vous, mais quand même, vous connaissez bien le problème. À vous la parole, dites-nous un peu. Je pense que ça converge avec ce qui vient d'être dit. C'est le collectif, c'est mutualiser, c'est optimiser tout ce qui peut être optimisé aujourd'hui pour réduire notre impact. Les véhicules sur la route, c'est indispensable. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour transporter de la marchandise que passer par la route. 85%, hein, pour donner 2 chiffres, de tout ce qui est transporté uniquement par la route. C'est un chiffre colossal et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'autres solutions que de passer par la route. Par contre, optimiser, rationaliser, mutualiser, servir les uns les autres, jouer collectif. On l'a dit depuis un petit moment, c'est un mot, à mon avis, qui doit être au centre de notre réflexion. Collectif. On a une image effectivement plutôt d'individualisme sur le sud de la France. Et pourtant, aujourd'hui, je pense que le collectif permet de faire des choses nouvelles, permet d'avoir des solutions nouvelles. Le collectif, au travers des industries, parce que chaque industrie se sert les unes aux autres. L'industrie va servir, par exemple, le tourisme va servir le bâtiment va servir les ressources humaines et j'en passe. C'est quelque chose d'indispensable. Pour revenir au transport... Mais concrètement, voilà, est-ce que vous avez, vous, dans votre expérience, des exemples à nous montrer vous parlez du collectif, je veux bien vous croire. Qu'est-ce que vous mutualisez, avec qui et comment? Voilà, pour revenir au transport, la mutualisation que l'on a imaginée il y a une dizaine d'années, c'est de dire si à l'entrée de la ville, à l'entrée en tout cas de la métropole, on est capable de faire un hub qui va permettre d'accueillir toutes les marchandises à destination des Alpes-Maritimes. Ça va nous permettre d'optimiser tous les véhicules qui vont aller acheminer ces marchandises sur le dernier kilomètre et maintenant le dernier mètre. Chacun des transporteurs a son propre réseau, a ses propres camions, a ses propres clients. C'est comme ça depuis toujours. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est de dire on est capable de mutualiser ces marchandises, les faire chuter sur un seul point et livrer la marchandise, quel que soit le remettant, quel que soit le transporteur, y compris d'ailleurs d'autres que des transporteurs, des retailers, des producteurs peuvent se joindre à ce système. Et par la même occasion, diminuer de façon très significative le nombre de véhicules, bien entendu, le nombre de véhicules sur la route, le nombre de véhicules en stationnement et par voie de conséquences, les émissions de CO2, l'impact sur l'environnement et tout ce qui, malheureusement, sont les conséquences de nos métiers. Petite information importante aussi, on parle de transport, mais attention, dans le transport, on parle de transport de marchandises, mais on parle tout simplement de mobilité. Mobilité, c'est pas que les marchandises, c'est pas que la marchandise qu'on transporte, c'est aussi nous. Le déplacement, c'est le déplacement au sens propre qui vivent sur la région. Voilà, il faut faire la part des choses entre le transport et la mobilité. Alors, sur la mobilité de vos salariés, les déplacements, vous, Transcan, vous les aidez là-dessus, par exemple? Alors oui, on les aide. Sur la mobilité, étant sur la zone industrielle de Carros, on est relativement bien servi, quoique ça peut être amélioré. Par contre, on aide plutôt les salariés, nous, sur l'habitation, sur le logement. C'est peut-être le sujet d'après. On va en parler après. Ouais. Ouais, donc je parlerai peut-être de ça. Fabien Josserand, sur la mobilité, votre analyse, parce que vous aussi, vous êtes confronté à ça dans vos activités. Au final, pas tant, parce que je veux dire, c'est les bassins. Non, mais moi, je plutôt réagir sur ce que je dis, mais le bassin grossois, enfin, on n'est pas unis. Moi, j'aime bien quand on parle de collectif, etc. Je pense que ça fait 5 ans qu'il commence à y avoir des liens intéressants entre Marseille et Nice, mais il ne faut pas se leurrer. La fondation de tout ce qui est un peu unitaire de région, à part les sommets pour la paix au Proche-Orient, je ne vais pas assister à des réunions qui étaient moins tendues que ça. Donc, par contre, les sudistes sont très unis en dehors de la région. Quand on va au CES de Las Vegas, le stand de la région sud, d'ailleurs, moi j'aime bien qu'on parle de région sud, parce que pour le coup, c'est ce que Renaud Muselier a essayé de mettre en place dans une communication. Même dans le nom Provence-Alpes-Côte d'Azur, on n'arrive pas à s'entendre. Donc, alors que quand on est en dehors, région sud, ça parle. Moi, je donnais un exemple qui va faire plaisir à Guillaume. À Shanghai, le réseau le plus économique, alors, ça fait plaisir à Guillaume, ça me fait mal, parce que vous allez comprendre pourquoi, ceux qui me connaissent. Le réseau économique de Français le plus actif, c'est les supporters de l'Olympique de Marseille de Shanghai. Ah, ça y est, il a réussi à le caser. C'était un challenge avant je le suis début de la table ronde. Niçois, donc ça me fait mal, mais c'est pour donner dans l'idée, c'est que, et quand j'habitais à New York, c'était la même chose.
À New York, vous voulez faire des affaires avec des Français, il y a un resto niçois à Brooklyn, il y a même le dimanche des gens qui ont l'habitude de se retrouver à Central Park où il y a une statue de Garibaldi. Les gens du Sud se retrouvent là-bas. Allez savoir pourquoi, peut-être parce qu'on est tellement amoureux de notre région qu'on n'est pas bien quand on n'y est Donc pas. ils sont plus unis ailleurs que chez eux. Mais c'est ça la question. C'est un vrai problème, quand même. C'est qu'aujourd'hui, moi, la réponse à comment est-ce qu'on peut mieux parler de notre région, comment on peut faire plus venir des gens, ben, c'est surtout qu'on se mette tous ensemble à aller en parler en dehors, parce que comme ça, on arrêtera de se taper dessus ici déjà entre nous. Mais surtout, on a un vrai message à faire passer dehors. Parce qu'il y a des marques, Sofia, Grasse, etc. Il y a d'autres marques encore surpuissantes, le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco. Ça c'est des marques. Moi, quand je suis au fin fond de Yunnan, je dis le Grand Prix de Monaco, les gens connaissent. Et Monaco, c'est ici, hein. C'est à 20 bornes. Et c'est pas un autre pays. On a la majeure partie des échanges économiques avec Monaco. Ça se passe extrêmement bien, exactement comme si Monaco était en France. Donc, pour moi, c'est ça. Et je veux dire, sur Grasse, c'est pas une question de mobilité. J'entends que sur plein d'activités, alors oui, on a des routes, on a des bouchons, c'est pareil. Moi, je vous parle de quelqu'un qui a passé, depuis que j'ai eu mon baccalauréat, j'ai passé la moitié de ma vie à l'étranger. Faire 30 minutes de bagnole pour aller au boulot, c'est bien. À New York, je faisais 1 heure. Shanghai, je fais 1h30. Donc c'est bien. Et à Paris, ils font 1 heure de RER. Mais de ne toujours pas avoir une ligne TGV qui vient jusqu'à Nice, ça vous choque pas? Eh ben, on prend De l'avion. devoir toujours développer plus les liaisons aériennes à l'ère du développement durable, ça vous Moi, choque ça pas? me choque. Moi, ça me choque. Mais si vous voulez, je peux assister à la 47e table ronde depuis que je suis né, qui de toute façon explique pourquoi on ne peut pas faire la LGV. Mais je peux aussi prendre l'avion. Je peux aussi, moi, quand je parle dans les médias, d'expliquer que si on veut développer économiquement, on doit aussi financer une aviation qui est moins carbonée. Et c'est aussi une industrie française. Et s'il y a bien un fleuron européen, c'est Airbus. Donc ce serait bien aussi de ne pas non plus être tout le temps dans la dichotomie et de taper sur tout ce qui se fait. Et de dire, voilà, oui, moi j'adore une ligne de LGV. J'ai un aéroport qui est dans peut-être les 10 meilleures plateformes européennes à côté de chez moi. Et de ma porte à cet aéroport, j'ai 20 minutes. Et j'habite à Valoris. Donc, j'habite pas dans les 100 mètres de l'aéroport. Donc ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Il y a très peu d'endroits de monde qui l'ont. Donc oui, il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Moi, je suis 100% d'accord. Mais il y a aussi plein de choses qui, vues de l'extérieur, sont fantastiques. Et je trouve qu'on en parle beaucoup mieux quand on est tous à l'extérieur, quand on n'est pas justement soit des Azuréens, soit des Marseillais, soit autres. Mais quand on part et qu'on se retrouve, et ça nous est arrivé à Paris, les sudistes aiment bien se dire, là on est du sud, on n'est plus Marseillais ou autre, on est du sud. Par contre, quand on est ici, on est Sofia, Grasse, et encore là, si on avait invité Nice, c'était pareil. Et donc voilà, pour moi, c'est ça qui est un petit peu la perspective aussi à changer, sur laquelle tous ici qui voyageons devront un petit peu réfléchir. Bon, on a compris, il n'a pas envie de parler des choses qui fâchent. Fabien, la mobilité, quand on cherche une implantation en tant qu'investisseur, pardon, Guillaume, je regarde Guillaume et je l'appelle Fabien, ça va plus du tout. C'est la fin qui me tenaille peut-être. Ouais, moi j'avais promis qu'on passait à table pas trop tard. 5 minutes, on finit avec le logement. Frémit, non, mais sur la mobilité, vous, quand vous choisissez un lieu pour vous implanter, ouais. Vous regardez ça de près, j'imagine aussi. Finalement, on fait pas un métier très compliqué, il faut se mettre au bon endroit. Donc toute la difficulté, c'est de se mettre au bon endroit. Et donc la localisation est le critère numéro 1 pour un investisseur immobilier. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut évidemment dire accessibilité. Donc aujourd'hui, on privilégie vraiment d'être au plus près de la gare, au plus près du tram, au plus près des modes décarbonés dans des centres-villes. Voilà, c'est clairement ce qui, en tant qu'investisseur immobilier, garde le plus de valeur dans le temps, parce qu'à court terme, c'est aussi ce qui est plébiscité par les entreprises et par les salariés, pas uniquement les jeunes. Quand ce n'est pas le cas, et qu'on est comme ici, par exemple, même si je vois passer beaucoup de bus depuis tout à l'heure, il y a un sujet et l'air du temps et la trajectoire, c'est évidemment de ne pas produire du carbone à fond tous les jours pour aller se coller dans des bouchons et aller s'entasser dans un parking. Donc il y a des solutions qui existent, qui j'espère verront le jour le plus tôt possible. Et là où je t'en rejoins Fabien, c'est que l'idée c'est pas de taper sur l'existant, parce que de toute façon pour l'instant on n'a pas vraiment le choix, mais c'est de pousser les industries qui fonctionnent ici ou ailleurs. J'entends parler encore de véhicules, j'entendais parler moi cette semaine de véhicules autonomes qui font des choses de plus en plus impressionnante, mais pas encore vraiment ici. Mais j'ai quand même l'espoir. Une expérience la semaine dernière ici, le navette autonome. J'ai quand même l'espoir qu'on puisse venir ici, parce qu'on restera ici, mais sans produire de carbone, tout simplement.
Belle volonté. On va terminer avant de vous donner la parole pour quelques questions, si vous en avez, par la problématique du logement, qui est quand même extrêmement prégnante, et ça a été mis en lumière aussi dans l'étude. Comment est-ce que vous considérez cet enjeu fondamental pour vos entreprises? Parce que faire venir les gens, si on n'arrive pas à les loger, aussi, il paie trop cher le logement. Et j'ajouterai au logement aussi le coût de la vie dans la région, qui parfois peut être un frein. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut s'exprimer en premier là-dessus. Allez, Fabien. Là, je suis d'accord. Non, là, on a une vraie problématique de logement. Et alors là, je vais parler d'une autre activité, que c'est de la partie Asie, mais l'accélérateur de start-up Villa Blue, là, je pense qu'on a investi en 1 an et demi dans 21 start-up. Il y a 2 start-up dont les fondateurs étaient locaux. Donc on a dû loger et on a même hésité, nous, à acheter un immeuble pour pouvoir mettre des gens. Alors, mais c'est pareil, si vous le faites pour des personnes dans des sociétés dans lesquelles vous investissez, il faut le faire pour les salariés, il faut le faire... Là, ça, c'est un vrai point noir, cette idée du logement. Maintenant, là où c'est plutôt intéressant, c'est que justement, comme on a des endroits qui ne sont pas très interconnectés, je pense que chacun localement, chaque entreprise peut dire, en Chine, pour revenir sur la Chine, à côté de chaque usine, il y a un bâtiment pour loger les ouvriers. Parce que justement, 1h30, 2 heures de temps de trajet, c'est pas possible. Donc la plupart des ouvriers vivent la semaine dans des bâtiments qui sont attachés aux usines, qui sont payés par les entreprises. Ça peut être aussi des moyens sur certains territoires de créer des localisations comme ça quand on est vraiment trop loin. Et après, il y a le sujet du logement étudiant. Le vrai sujet pour nous, c'est de loger les jeunes, c'est de loger les jeunes à un bon coût et d'avoir aussi des systèmes de flexibilité. Là, on en revient sur des problématiques qu'on ne solutionnera pas côté entreprise. Là, c'est plutôt collectivité et gouvernement, de se dire comment nous attirer des gens, ce n'est pas un problème. Je pense qu'avec Sylvain et moi tous ici, on arrive de plus en plus à attirer des gens. Les faire rester pour ces questions de logement, leur donner des centres-villes qui sont un petit peu animés, leur donner des solutions de taxi qui leur permettent d'aller faire la fête sans prendre la voiture, sans que ça coûte 70 € aller-retour quand c'est des gens qui sont payés en début de carrière. Ça, c'est un vrai sujet où pour le coup, on est moins bien loti. Problème majeur. Sur notre territoire, le foncier est rare et donc forcément cher. On est pourtant de plus en plus attractif, on l'a dit tout à l'heure, donc des gens viennent d'ailleurs pour venir s'installer, s'implanter sur notre territoire. Bien souvent, ils sont venus en vacances à l'occasion d'un séjour et ils sont tombés amoureux de notre territoire. Et quand ils reviennent pour la deuxième fois et qu'ils sont confrontés à l'immobilier, à la rareté de l'offre, au prix, à ce qui reste sur le marché, et bien souvent dans des lieux pas forcément, je dirais, super glamour et extrêmement cher par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, et parfois seuls. Bien souvent, au bout de 2, 3, 4 mois, je parle en tout cas pour notre entreprise, ils sont amenés à repartir. Et c'est là où l'enjeu, à mon avis, est majeur, c'est d'arriver à leur donner un logement à proximité de leur travail et avec du lien social. Ici, je pense qu'une grande majorité des gens qui sont parmi nous aujourd'hui vont avoir la capacité de faire des échanges, de faire un réseau assez rapidement, mais il y a aussi des gens qui sont plutôt réservés, des gens plutôt timides. Et arriver sur notre région avec un logement pas forcément super sympa, à un coût plutôt élevé, bien souvent, c'est des collaborateurs qui repartent. Ce que l'on a fait, nous, depuis quelques années, c'est effectivement les loger. Alors, on n'a rien inventé. À l'époque, ici sur le territoire, les agriculteurs, par exemple, logeaient leurs salariés. C'était une tradition, c'était la norme. Michelin, que l'on connaît tous, loger ses salariés. On n'a absolument rien inventé. Aujourd'hui, on essaie de remettre au goût du jour ce qui a existé hier, et notamment pour leur donner le petit coup de pouce. La solution intermédiaire, la transition de vie qu'ils ont besoin lorsqu'ils changent de vie et qu'ils arrivent sur un territoire comme le nôtre. Donc on les loge de plus en plus. On a fait l'expérience en centre-ville, ça a très bien fonctionné. On est parti là sur la construction d'un petit immeuble de 50 logements pour loger nos salariés. Le problème aujourd'hui, il est social. Comment arriver à combiner la problématique du logement et du salaire? C'est un enjeu, à mon avis, majeur. C'est un enjeu que l'on met souvent de côté, qui était pourtant porté par un député, mais qui malheureusement n'a pas passé l'étape du remaniement que l'on a connu il n'y a pas longtemps. Mais c'est, je pense, un vrai sujet d'avenir, un vrai sujet stratégique si on veut continuer à être aussi, je dirais, intéressant que ce qu'on a aujourd'hui. Merci Franck. Alors Sylvain, quand on a préparé cette table ronde, tu m'as dit, parmi les points négatifs, le logement, toujours le logement. On développe ? Oui, bien sûr. Alors, avant que tout le monde crie famine, je vais essayer d'être rapide, mais il y a un sujet sur le logement qui est complexe et il faut nuancer là encore le propos parce que
vous aurez toujours plus de mal à loger des techniciens, des fonctionnaires que des cadres sup qui travaillent dans un bureau de design à Sofia. Maintenant, alors, je ne suis pas un grand expert de ces sujets, et il y a Alexandre Follo qui est dans la salle, mais en tout cas, il y a des solutions de renforcement et on se soigne vite. Et je crois que sur les logements qui sont en cours ou qui seront livrés en horizon 2027, il y a à peu près 2000-2500 logements. Je parle que de Sofia, puisque c'est les chiffres que j'ai en tête, qu'il s'agisse de logements libres, intermédiaires, co-living, des solutions de co-living qui sont en cours d'élaboration et certaines seront bientôt livrées. Donc oui, il existe des solutions. La CASA les a mis en œuvre. Elles arrivent. Après, évidemment, je pense qu'il faut nuancer selon le type de CSP et selon le type d'activité, bien sûr. Mais alors, je ne sais pas si je suis correct à peu près dans mes chiffres, Alexandre, mais on a de vraies solutions qui arrivent à horizon de 2 ans et qui, évidemment, sont des décisions prises il y a 4-5 ans pour accélérer le mouvement. Guillaume, un petit mot sur cet aspect du logement. Est-ce que dans votre activité, ça a un impact fort ? Ouais, en 2 mots, oui. Oui. Et, moi, c'est la première fois que je vois des salariés qui refusent des jobs parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Dans le mot de la fin, je vais le donner à Katia avant de poser quelques questions, qu'on nous pose quelques questions, qu'on vous pose des questions. Non, de tout ce que vous venez d'entendre, faites-nous le corollaire avec l'étude que vous nous avez présentée en introduction. Moi, ce que je retiens des derniers échanges, c'est vraiment le sujet de l'innovation quand même. C'est-à-dire que, bien sûr, là, on pose des perceptions et je trouve que c'est intéressant et c'est vraiment l'objet. C'est pour ça qu'avec Guillaume, on se fait ce tour de France. C'est pour pouvoir partager justement avec des dirigeants, avec des acteurs publics, avec des acteurs de zones d'activité comme celle-là, etc. Pour voir. Alors, on a souvent le logement et le transport qui sont ou la mobilité, parce que c'est effectivement un peu différent. Ici, c'est pas effectivement c'est pour ça que le transport d'ailleurs est bien noté quand on regarde les chiffres, parce qu'en fait les Français qui ont répondu l'ont compris comme effectivement le transport interrégional. Et là, effectivement, pour toutes les raisons qu'on a dit, on est très bien noté. C'est plutôt des sujets de mobilité à l'intérieur du territoire et parfois même sur des très courtes distances, sur quelques kilomètres, où on peut mettre très très longtemps à. Mais je pense qu'une des clés, alors on l'a dit beaucoup, c'est le collectif, et une des autres clés, c'est l'innovation. C'est-à-dire que dans les solutions de logement dont on a parlé, finalement, c'est ça. C'est comment on peut inventer des nouvelles façons de loger des jeunes actifs. Il faut réfléchir à des nouvelles façons de se loger, et ça peut être vrai pour pas mal d'autres sujets. Donc voilà, c'est le mot de la fin, c'est peut-être l'innovation. Oui, mais c'est une bonne fin, l'innovation, parce que c'est l'avenir. Merci à tous les 5. Et est-ce que vous avez quelques questions à poser à nos experts ? Alors, ils ont été très forts, ils ont par anticipation répondu à toutes vos interrogations. Ou complément d'infos, oui, à défaut de questions, il y a peut-être des gens qui veulent nous donner leur propre vision des choses rapidement. On le fait au buffet. Bon, allez, on le fait au buffet. Bien, merci à tous. J'espère que cet échange vous a donné envie de poser vos valises en région et de vous installer extramuros. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles. À très bientôt!